Dans le courant de décembre 1981, Antenne 2 demande à TDF d'assurer une liaison entre Latché et ses studios pour une intervention du président de la République le 13h30 le 1er janvier. À cette époque, les transmissions satellitaires sont balbutiantes et évidemment on se tourne donc vers la transmission terrestre, qui est un grand classique et qui est relativement bien maîtrisé par l'entreprise. La transmission terrestre implique une portée optique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle entre le point de départ et le point d'arrivée des ondes. Pour Latché, l'affaire a déjà été traitée. Le problème majeur, c'est que la propriété est enclavée au milieu d'arbres, des pins d'une bonne trentaine de mètres. Sitôt qu'on a dépassé la cime des pins, on a une vue imprenable sur le point de réception qui est la Rune, posée sur la frontière franco-espagnole, qui est à une cinquantaine de kilomètres et qui est à 906 mètres si j'ai bonne mémoire. Donc le planning de TDF qui reçoit la commande délègue à la région du Sud-Ouest et à son groupe relais mobile l'exécution de la prestation et se charge de commander l'élévateur de 42 mètres à une société qui s'appelle La Prévoyante, la bien nommée, et qui doit amener l'engin le 1er janvier à 9h du matin à Souston. Souston, c'est à 7-8 km de Latché. Le jour dit, l'équipe de réception est à 9h à la Rune, sans problème. L'équipe d'émission et son véhicule est à Latché à 9h, aucun problème. Et moi, j'attends, dans Souston, le fameux véhicule. 9h, 9h15, 9h30, là je commence à m'inquiéter. Et que je suis donc relié à la Rune et à mon équipe du départ de Latché par radio-téléphone avec une qualité plus ou moins aléatoire. Heureusement, il y a une cabine téléphonique. Alors je fouille mes poches, il faut trouver les pièces de monnaie et j'appelle le permanencier au planning de TDF à Paris qui me dit « mais j'ai un fax de la prévoyante, il n'y a aucun problème, il doit y avoir un léger contretemps, c'est pas très grave, elle va arriver, t'inquiète pas, t'as qu'à aller à Latché et puis je te tiendrai au courant par l'intermédiaire de la Rune par radio-téléphone ». Donc, je rassuré à moitié, je prends ma voiture, je me retrouve à Latché. Alors là, bon, gros contrôle de gendarmerie, accréditation, laissez-passer. Et le gendarme qui me contrôle, je lui dis, vous n'avez pas entendu parler par hasard d'un véhicule avec une nacelle qui serait perdue ou en panne dans le coin, ça m'intéresserait vivement. Il me dit, ben écoutez, on va appeler les brigades, on va vous renseigner. Et il revient au bout d'un moment, il me dit non, on n'a rien vu, mais je vais appeler le chef arrive, je lui réexplique mon problème. Il me dit je vais appeler l'autre chef, le chef du chef arrive, et ce chef Pandore me dit, mais écoutez, bon, on n'a pas de nouvelles, mais si vous avez besoin d'une nacelle, je peux vous en trouver une chez les pompiers de Dax. Alors, vu l'heure qui tourne et l'angoisse qui monte, je lui dis, mais évidemment, envoyez-moi ça tout de suite. Et Dax, c'est à une vingtaine de kilomètres, une demi-heure après, on a la nacelle des pompiers. Et puis là, dès qu'on la voit, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, parce que cette nacelle, elle fait à peine 20 mètres, et il y a peu de chances qu'on passe au-dessus des pins. On fait quand même un essai par acquis de conscience, et puis les gens de la Rune n'enregistre qu'un vague signal perdu au milieu du bruit de fond et c'est totalement inexploitable et inutilisable. Alors là,
l'angoisse augmente. On a beau être habitué à ce genre de situation, on se dit là, on est vraiment très mal parti. Et le grand chef des gendarmes revient et me dit, j'ai peut-être une solution, j'ai trouvé une grue pas loin qui ferait plus de 40 mètres et si ça vous va, je la fais venir. Donc j'accepte avec enthousiasme l'idée de cette grue, mais il faut quand même penser que nous sommes le 1er janvier après une nuit de réveillon et trouver une grue avec une équipe pour la servir, ça relève un peu du miracle. Alors je suis un peu sceptique, mais j'attends parce que j'ai pas d'autre solution que d'attendre, sinon c'est fini, il n'y a plus aucune chance. Et une heure après, on n'est pas loin de midi, ou un peu plus ou un peu moins, je vois arriver le véhicule. Alors c'est un énorme truc, et puis quand je le vois, je me dis que l'affaire n'est pas dans la poche, parce que, au contraire d'une nacelle qui présente un plateau où on peut installer notre matériel confortablement, c'est une espèce de panier qui est suspendu au bout de la flèche et qui se balance au gré du vent, plus ou moins, et vu la directivité de nos faisceaux, on risque d'avoir quelques problèmes. Le sort, de toute façon, en est jeté, on ne peut pas faire autrement. Dans ce panier, on sangle notre matériel avec des cordes, des serre-joints, des sand-off, tout ce qu'on peut trouver pour le fixer. On monte l'assistant pour orienter la parabole vers la rune, et on monte le total à 40 et quelques mètres. Heureusement, le temps est merveilleux, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, et on arrive, la rune nous dit « j'ai un signal parfait, je vous reçois, tout va bien ». On est aux anges, et puis les images arrivent à Paris, si j'ai bonne mémoire, à 13h23, donc c'est parfait pour 13h30, on est dans les temps, et on est heureux. Le seul bémol, c'est que l'assistant qui est là-haut, on n'a plus le temps de le redescendre, et de remonter la grue à le même emplacement, donc il va passer la durée de l'émission en haut. D'autant qu'il nous sert à pointer en site le faisceau en sortant plus ou moins ses fesses du panier. Alors donc il est indiscutable, il faut qu'il reste là-haut. Donc tout baigne, tout va bien, jusqu'au moment où on voit arriver le chargé de production de France 2, qui gère tous les moyens techniques qui sont mis en œuvre, sur la CFP, de TDF et autres, et qui me dit, ben voilà, on ne va pas faire l'émission, le président est déconcentré par cette série d'événements, et puis il ne se sent pas disposé à prendre quelconque risque, et donc on remet l'émission à demain. Consternation, mais bon. La décision du président étant irrévocable et ne pouvant pas être remise en question, on se plie à sa décision. Donc après ça, il ne nous reste plus qu'à redescendre notre brave Robert Laurent qui était là-haut, et puis on fait le point avec tous les techniciens qui sont là, avec les gens de la grue. Tout va bien, demain on refait dans les mêmes conditions, ouais, ok. Nous, on va peut-être se doter d'un peu plus de moyens pour fixer cette nacelle qui aurait tendance à être un peu fluctuante. Et puis donc, tout le monde dit, il est 2 heures, on va quand même aller casser la croûte. On va casser la croûte, le cœur léger, et on prend la route de Bordeaux, tranquille, pour rentrer à la maison, récupérer le matériel, et repartir le lendemain matin. Et c'est dans la voiture que là, on s'est rendu compte de l'ampleur du désastre. Parce qu'on a écouté la radio, et on passait d'une station à l'autre, et on avait un compte-rendu de l'opération et du fiasco vraiment apocalyptique. Et c'était n'importe quoi, et on en prenait plein la tête. TDF était en première ligne, incapable, bon, j'abrège. Et on arrive à la maison et je me dis, ouf, on va
au moins je vais décompresser, je vais pas écouter la radio. Mais j'avais pas pris tout à fait la hauteur de la paranoïa ambiante. Parce que là, c'est la radio, je l'ai pas écouté, mais c'est le téléphone qui a démarré. Et il a démarré d'une façon formidable, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors toute la hiérarchie de TDF qui était en vacances pour le 1er janvier, voulait être assurée. Le cabinet du ministre de l'Information, qui était M. Fillou, son chef de cabinet, m'a demandé si le lendemain je pourrais assurer l'émission et si je pouvais lui garantir à 100%. Je lui ai expliqué qu'un technicien digne de ce nom et connaissant un petit peu son métier ne l'assurerait jamais qu'il pouvait faire l'émission à 100%, parce qu'il y a toujours une part de risque que personne ne sait évaluer. Ensuite, j'ai eu la désagréable impression que la terre entière n'avait plus qu'un seul motif d'émotion, c'était cette affaire de Latché. Les seuls que j'ai connus à rester calmes et sereins dans la tempête, c'était le directeur de l'exploitation de TDF, qui était le cadre de maintenance, Monsieur Mignot, et le directeur régional du Sud-Ouest qui m'a assuré de son soutien et de sa confiance. Et puis, c'est là que sont intervenues une série de décisions, pour utiliser un mot qui n'avait pas cours à l'époque, c'est abracadabrantesque. Le directeur régional de Marseille, ou son adjoint, m'a appelé en me disant je t'envoie 2 équipes avec leurs véhicules pour te prêter aide et assistance, je te les envoie où? Je dis, vu l'heure, le temps qu'ils arrivent, et comme j'en ai aucun besoin, le mieux c'est que tu les envoies se coucher. Et c'est ce qu'on a fait, parce que vraiment, je n'en ai pas besoin. Tout était cadré. Ensuite, la cerise sur le gâteau, ça a été quand le planning de Paris m'a annoncé qu'on avait affrété un avion cargo où on mettait 4 véhicules relais, un Falcon pour amener les personnels et qu'on envoyait tout ça en urgence à Mérignac, Bordeaux-Mérignac, pour venir m'aider. Alors j'ai dit, mais ça me sert fichtrement à rien. Le copain du planning, parce que c'était vraiment un ami que je connaissais depuis longtemps et qui connaissait le métier, je lui dis, mais tu sais très bien que j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces gens-là? Il me dit, c'est pas qu'ils vont te servir à quelque chose, c'est pour démontrer à l'opinion publique et à la presse que TDF sait mobiliser des moyens dans des grandes occasions comme celle-là. Anecdote et cerise sur le gâteau, c'est que les véhicules pour les embarquer dans le cargo, on a vidangé les réservoirs en raison des risques pris, et puis que donc ces véhicules sont arrivés à 4 heures du matin sur le tarmac de Bordeaux-Mérignac. Je ne sais pas s'il y en a une maintenant, mais je vous signale qu'en 82, pour trouver une pompe à essence sur le tarmac de Mérignac, il fallait chercher longtemps. Le lendemain matin, on part, je récupère mon assistant, Robert Laurent, on part de très bonne heure, on va prendre de la marge, vu la situation, et on arrive à 8 heures au seul bistrot de Souston qui était ouvert, on rentre là-dedans, ça grouillait, il y avait du monde partout, et le seul sujet de conversation, c'était l'affaire de la grue de Latché et de la non-émission, et de ces incapables de TDF. Et j'avise au comptoir la chargée de communication du président en grande discussion avec le réalisateur de l'émission. Et j'entends des propos totalement incohérents, j'y vais et je mets mon grain de sel et je leur explique la situation, ma confiance et ma sérénité dans l'émission qui allait se dérouler. Et je pense que ça a été un pas important. Nous sommes partis à Latché, la chargée de communication est venue dans notre voiture, ce qui nous a grandement facilité les choses. Et ensuite, l'émission s'est déroulée tout à fait normalement et on n'a plus aucun problème. Le seul dernier avateur qu'il y aurait pu avoir, et du moins pour moi, c'est qu'on m'a dit
qu'il fallait que j'aille présenter au président Mitterrand les excuses de TDF au nom du président TDF. Alors là, vraiment, ça, je savais pas trop faire. Le faisceau herzien, je maîtrisais bien, mais ça, présenter des excuses, c'est pas dans ma nature, franchement. Alors, heureusement que la chargée de communication était devenue mon amie, et je lui ai fait part de mon embarras, elle m'a dit, je vais vous régler ça, et effectivement, elle a réglé tout ça, et j'ai jamais vu le président. La conclusion et les résultats de cette affaire, qui n'en est pas une, c'est, évidemment, il y a eu enquête pour savoir quels étaient les coupables et responsables de ce fiasco. Alors il y a eu une inspection générale diligentée par TDF, ça c'était tout à fait normal. Là on a appris que le patron de la prévoyante était dans de grandes difficultés financières, que le chauffeur qui était désigné pour ramener la grue de Nancy, où elle élaguait les arbres du parc municipal, à Latché, n'avait pas voulu le faire parce qu'il n'était pas payé. Il a décidé d'envoyer un autre de ses employés pour assurer le transit du véhicule, et l'employé arrivé à Nancy a vu le monstre de véhicule qu'il fallait faire traverser à qui il fallait faire traverser la France, et là il s'est dégonflé et il est rentré chez lui sans rien dire, sans aviser personne. Voilà donc l'explication de toute l'affaire, parce que quand le taxi n'arrive pas à temps, on rate forcément son avion. Et la seule responsabilité était au niveau de la prévoyance. Mais ça n'a pas suffi, il a fallu une inspection générale de l'administration, je pense que c'est les services de l'Élysée qui avaient décidé ainsi. Et j'ai donc eu affaire au commissaire Mouvier qui m'a entendu pendant près de 2 heures. Ensuite, on a attendu. Ce qui est arrivé très rapidement, c'est que le Conseil des ministres a démissionné le directeur général de TDF, M. Guillermin, entraînant la démission de M. Rémy. En fait, l'opération de Latché n'avait été qu'un alibi, parce que tout le monde savait à TDF depuis plus d'1 mois que leur sort était scellé et qu'ils n'allaient pas rester très longtemps. Le président Rémy a été remplacé par le président Scheller. Chaque fois que j'avais l'occasion de le rencontrer, je lui demandais des nouvelles si le rapport du commissaire Bouvier était enfin sorti, mais pas plus que celui de l'affaire de Ben Barka. Il n'avait vu le jour. Jusqu'au bout de 3 ou 4 mois, le président Scheller m'a dit « Le seul grief qui ait pu être porté contre TDF, c'est qu'il n'avait pas envoyé un cadre d'un niveau suffisant sur place à Latché. » Et là, j'étais tout à fait d'accord avec lui, mais j'attends encore ma promotion.